À 17 ans, ma mère et son amant m'ont mis à la porte. Puis, l'avocat de mon père m'a appelé, au sujet d'un fonds fiduciaire. Soudain, ils ont voulu m'adopter, alors j'ai fait en sorte qu'ils n'obtiennent rien. Salut, Reddit. L'amant de ma mère l'a convaincu de me mettre à la porte à mes 18 ans. C'était la mi-novembre, il faisait 3 degrés, j'avais un sac de sport et un téléphone presque déchargé. Personne n'est venu me chercher. J'ai 20 ans aujourd'hui, je suis un homme, et je vous écris ceci depuis un studio, avec un matelas posé au sol, et une moyenne scolaire de 3,6. Je n'ai jamais raconté cette histoire, du début à la fin, chaque chapitre affreux, chaque mouvement calculé, chaque moment où j'ai dû choisir, entre me laisser marcher dessus, ou être le gars qui s'en va, la tête haute. Laissez-moi revenir en arrière. Le camion de mon père avait disparu, un mardi. Je suis descendu à 6h15 du matin, pour mon équipe matinale à l'entrepôt, là où je chargeais des palettes, et faisais l'inventaire après l'école. L'allée était vide, de son côté. J'ai fouillé chaque pièce, l'une après l'autre, et j'ai trouvé la même réponse partout. Le placard était vide. Le panneau de rangement du garage, là où il gardait ses outils depuis 20 ans, était nu. La photo de nous au Mont Rushmore moi à 12 ans, avec un coup de soleil, et lui plissant les yeux, son bras sur mon épaule avait disparu du mur du couloir. Il ne restait qu'un clou, dans un rectangle plus sombre, là où le cadre se trouvait autrefois. Maman était à la table de la cuisine, elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas, elle était juste assise là, avec une tasse de café qu'elle ne buvait pas. J'ai demandé où était papa. Elle a dit, il est parti. 2 mots, sans explication. Comme si elle annonçait la météo. Mon frère Cody avait 14 ans. Ce gamin vivait dans un univers parallèle, fait de vidéos de basket, et de serveurs Discord. Il n'a pas remarqué l'absence de papa, pendant presque 3 jours. Cody était le préféré de maman, il l'avait toujours été. Celui pour qui son visage s'illuminait, celui dont elle se vantait, celui dont elle ne ratait aucun match. Moi? J'étais le gamin qui faisait tourner la maison, et qui recevait des signes de tête, au lieu de merci. Après la disparition de papa, maman allait au travail, rentrait, et disparaissait dans son téléphone. Je gérais la maison, parce qu'il le fallait bien. Mais voici ce que je n'avais pas compris à l'époque, environ 3 semaines après le départ de papa, je suis entré dans la cuisine, tard un soir, et maman était au téléphone, en train de rire. Ce n'était pas le rire creux, d'une femme dont le mari vient de disparaître. C'était un vrai rire bas, chaleureux, privé, le genre de rire qu'on réserve à quelqu'un de spécial. Quand elle a entendu mes pas, elle s'est tue en plein milieu d'une phrase, et a dit « Je dois y aller ». J'ai demandé qui c'était, elle a répondu « Des trucs de boulot ». À 23h, un jeudi. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, sans plus y penser, jusqu'à ce que tout commence à avoir du sens. 8 semaines après la disparition de papa, elle nous a réunis, Cody et moi, pour nous dire qu'elle allait se marier, avec un homme nommé Sully. Elle souriait, en le disant d'un grand sourire niais, comme si elle gardait cette bonne nouvelle depuis des semaines, et qu'elle ne pouvait plus se retenir. Cody a tout de suite été d'accord. Nouveau beau-père, nouvelle énergie, probablement de nouvelles affaires. Moi, je faisais des calculs, qui ne tombaient pas juste. 8 semaines. On ne passe pas de l'état catatonique au mariage en 8 semaines, à moins que l'histoire n'ait commencé, bien avant ce que suggère le calendrier. Ce coup de fil nocturne, la façon dont elle vérifiait son téléphone sans arrêt, en inclinant l'écran pour me le cacher, la fois où j'avais vu le nom S dans ses contacts récents. Je n'avais rien dit. J'étais encore le fils modèle. Le mariage a été rapide. Dans le jardin, environ 25 personnes, presque uniquement des amis de Sully. Personne du côté de papa. Cody était au premier rang, appelant déjà Sully papa, comme si ce mot était un simple cadeau de fête. Je me tenais au fond, je notais la chronologie, et je comptais les minutes, jusqu'à ce que je puisse partir. J'ai cerné Sully, en moins de 30 secondes. La cinquantaine, en forme, il conduisait une Audi Q5 en leasing, dont il parlait comme si c'était un trait de personnalité. Il travaillait comme directeur régional, pour une entreprise de matériel médical. C'était le genre de gars, qui sait comment contrôler une pièce, sans jamais hausser la voix. Dès le premier jour, il a voulu que je parte. Quand maman était là, Sully était parfait, charmant, attentif, le beau-père idéal selon les manuels.
mais dès qu'elle partait, le masque tombait. Il me regardait comme si j'étais un problème, qu'il essayait de résoudre froid, évaluant. Ça a commencé par des commentaires subtils, sur mon prétendu manque de respect, envers la nouvelle dynamique familiale, et sur le fait que je devais ajuster mon attitude, dans sa maison. Sa maison, celle pour laquelle mon père avait payé l'hypothèque, pendant 16 ans. Mais je me suis tu. Maman fonctionnait à nouveau. Cody était stable. Et j'avais 6 mois avant la fin du lycée. Je pouvais tenir jusque-là. Puis, vint la nuit de noces. La réception venait à peine de finir. Les assiettes en carton étaient encore empilées, sur les tables pliantes. Cody dormait sur le canapé. Quand Sully a entraîné maman dans le couloir, je pouvais les entendre depuis la cuisine. Sa voix était basse, méthodique, la sienne était incertaine au début, puis consentante. 20 minutes plus tard, maman m'a appelé dans le salon. Elle se tenait à côté de Sully, sa main posée sur le bas de son dos, comme pour la stabiliser. Elle m'a annoncé qu'ils avaient décidé qu'il serait préférable pour tout le monde que je trouve mon propre logement. J'ai attendu qu'elle rie. Elle ne l'a pas fait. Sully a exposé ses arguments, comme s'il gérait une réunion trimestrielle. Je créais des frictions. Ma résistance à la nouvelle structure familiale mettait leur mariage sous pression. Puis, il s'est penché en avant et a dit « Je veux être clair. Ce n'est pas une discussion. Tu as jusqu'à dimanche, pour t'organiser. Après cela, tu seras considéré comme un intrus sur une propriété privée, et je gérerai la situation en conséquence. » Un intrus, dans ma propre maison. J'ai regardé maman. Elle ne fuyait pas mon regard, elle le soutenait. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Tu comprendras quand tu seras plus vieux. » Elle disait cela, à son fils de 18 ans, qui se tenait dans son propre salon, alors qu'un homme, présent depuis moins d'un jour, lui ordonnait de partir. Elle n'était pas faible, à ce moment-là. Elle faisait un choix clairement, délibérément et elle voulait que je le sache. C'était toute la conversation. Pas de négociation, pas d'appel, juste un verdict rendu par un homme, qui faisait partie de ma vie depuis moins longtemps, qu'un abonnement à un magazine, et une mère qui signait l'acte, sans sourciller. Je suis allé dans ma chambre, j'ai emballé des vêtements, mon ordinateur, quelques livres, mes chargeurs, et la montre que papa m'avait offerte pour mes 16 ans. C'était une Citizen EcoDrive, avec une gravure au dos, construit quelque chose. Papa. J'ai failli la laisser. Quelque chose, dans le fait de porter un cadeau d'un homme qui m'avait abandonné, me semblait faux, mais au dernier moment, je l'ai fourré dans mon sac. Je ne saurais dire pourquoi. Je suis sorti par la porte d'entrée, à 23h40, un mercredi soir. En novembre, 3 degrés, une veste fine, un sac de sport, et 9% de batterie. Personne n'est venu me rattraper. La seule personne qui a décroché, c'est ma tante Denise, la sœur aînée de papa. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, car maman coupait discrètement les ponts, avec toute la famille de papa, un truc qu'elle avait commencé avant son départ, et qu'elle avait transformé en politique de la terre brûlée, une fois qu'il fut parti. Numéro bloqué, invitation déclinée, courrier détourné, une amputation nette. Mais Denise n'a pas hésité. Elle m'a dit de venir. Quand je me suis pointé à sa porte, vers minuit, avec mon sac, et l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine, elle m'a fait entrer sans poser une seule question, et m'a préparé la chambre d'amis. Denise était quelqu'un de bien franche, pragmatique, avec une tolérance zéro pour les bêtises. Son mari était plombier, calme, travailleur, manifestement un peu perdu, face à cet ado de 18 ans qui débarquait chez lui, un soir d'école. Ils avaient 2 enfants de moins de 8 ans, et un budget serré. Je me suis fait tout petit, j'ai mangé moins que nécessaire, j'ai pris des douches rapides, et j'ai gardé mes affaires dans mon sac, comme si je devais repartir à tout moment. Denise l'a remarqué. Elle a commencé à laisser des barres protéinées, sur la table de chevet, sans rien dire. Cela m'a touché plus fort, que n'importe quelle parole de Sully. Je me suis réinscrit pour mon dernier semestre. Nouveau trajet de bus, 45 minutes aller, 45 minutes retour, vivant avec 4 heures de sommeil, et du café de station-service. J'ai trouvé un boulot, dans un restaurant grec près de l'autoroute, 12,50 € de l'heure plus les pourboires. Ce qui, pour un service de mardi midi, signifiait environ 11 € en petites coupures,
provenant de retraités ou de routiers. Je débarrassais les tables, faisais la plonge, lavais le sol, et subissais les humeurs d'un cuisinier, dont le vocabulaire se limitait aux insultes et aux gestes de spatule. Mes baskets sentaient en permanence la graisse de Giraud et le désinfectant industriel. 3 semaines après avoir commencé, Sully m'a retrouvé pas en personne, mais par téléphone. Il a appelé le restaurant directement, et a dit au gérant qu'il était un membre de la famille inquiet, et que j'étais un jeune homme instable, traversant une crise de santé mentale, et qu'on ne devait pas me laisser manipuler du matériel de cuisine. Le gérant, un gars qui n'avait aucune patience pour les drames, ne m'a pas viré, mais il a réduit mes heures de moitié, le temps de tirer l'affaire au clair. Cela m'a coûté environ 380 € en 2 semaines. Ça ne semble pas énorme, sauf quand tout votre plan financier repose sur un salaire de serveur et des calculs désespérés. J'ai passé 3 jours à ne manger que le pain gratuit que le cuisinier me lançait pendant mes services. Le gérant a fini par me redonner mes heures, après que j'ai expliqué la situation, et qu'il a conclu que Sully racontait n'importe quoi. Mais pendant ces 2 semaines, ma marge de manœuvre était si mince, qu'une simple amende de stationnement m'aurait achevé. Puis, au bout de 6 semaines environ, maman a débarqué au restaurant. Un vendredi, en plein coup de feu du midi. Elle était bien habillée et plus élégamment que ne l'exigeait une simple visite au restaurant avec un dossier sous le bras. Elle m'a repéré avant que je puisse m'esquiver en cuisine, et s'est approchée. Elle m'a serré dans ses bras, là, entre les tables, devant les clients, devant le cuisinier qui regardait par le passe-plat. Je suis resté là, avec un bac de vaisselle sale dans les mains, et je l'ai laissé faire, car faire une scène sur mon lieu de travail n'était pas envisageable. Ensuite, elle a lancé son argumentaire. Elle a dit qu'elle s'était tellement inquiétée. Elle voulait m'aider avec de la paperasse, assurance maladie, mise à jour de mes informations, juste quelques formulaires, qui nécessitaient ma signature. Elle a sorti le dossier, et a commencé à l'ouvrir, là, sur une table, entre une moussaka à moitié mangée, et un verre de thé glacé. Je lui ai dit que ce n'était ni le moment, ni l'endroit, que je travaillais, et que je l'appellerais plus tard. Elle a insisté, juste une petite signature. Ça ne prendra qu'une seconde. Je suis parti. Elle a laissé le dossier sur la table. J'ai examiné le dossier après son départ. À l'intérieur, il y avait une pile de formulaires. La plupart ressemblaient à des documents médicaux standards, à première vue. Mais, caché au milieu, se trouvait un formulaire d'autorisation financière générale. Cela lui aurait donné accès à mes comptes bancaires, pour les gérer en mon nom. À l'époque, j'avais à peine quelques centaines d'euros, sur un compte d'épargne, donc cela semblait presque inutile. Mais c'est ainsi que ces choses fonctionnent. On obtient d'abord la signature, et on réfléchit à quoi elle servira plus tard. Elle l'avait glissé, entre des documents d'assurance légitimes, comme un tour de carte. J'ai gardé le dossier, je n'ai rien signé, et j'ai commencé à noter absolument tout ce qui se passait. À peu près au même moment, Denise m'a annoncé avec précaution, comme on annonce une mauvaise nouvelle à un patient, que maman l'avait appelé. Maman lui avait dit, que c'était moi qui avais choisi de partir, que j'avais été hostile, et agressif envers Sully, et que je traversais une période d'instabilité. Denise n'y a pas cru une seconde. Mais le fait que maman raconte une version totalement inversée on me vire, et elle prétend que je suis parti, je suis resté calme tout le temps, et elle dit que je suis instable m'a montré exactement à quel genre de jeu elle jouait. J'ai aussi appris qu'elle avait dit à Cody, que je ne voulais plus lui parler, et que j'étais en colère contre la famille. Elle avait coupé le lien entre nous, en faisant croire à chacun, que l'autre ne s'en souciait pas. Une triangulation classique. Et sur un gamin de 14 ans, ça a parfaitement marché. J'ai économisé chaque euro possible. Denise refusait l'argent du loyer, à chaque fois que j'essayais de payer. J'ai ouvert un compte d'épargne, et j'ai regardé le solde grimper par montants si dérisoires, que c'en était presque insultant. Finalement, j'ai réussi à rassembler assez d'argent, pour acheter une vieille berline délabrée, à un gars que le mari de Denise connaissait. Pas de clim, le voyant moteur allumé en permanence, mais elle roulait, et elle était à moi. 3 mois de vapeur de bus, de graisse de restaurant, de cycle de sommeil de 4 heures, et une solitude, que l'on sent jusque dans ses dents. Je fonctionnais à la discipline, et à la rancœur, en proportion à peu près égales. Puis, un matin au restaurant, alors que j'essuyais le comptoir avant le rush du petit déjeuner, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
J'ai failli ne pas répondre. La voix était calme, précise, et totalement inattendue. Il a dit qu'il était l'avocat de mon père. Il a dit que mon père voulait me voir, pour une affaire financière. Ma main s'est crispée sur le téléphone, au point que la coque a craqué. Votre père a demandé un rendez-vous, a-t-il dit, dès que possible. J'ai failli raccrocher. L'homme avait disparu depuis plus de 5 mois. Il s'était évaporé, me laissant ramasser les débris, alors qu'il abandonnait sa propre famille. Ce qu'il avait à dire n'avait plus aucune importance, mais j'y suis allé, car la partie de moi qui avait besoin de réponse, criait plus fort que celle qui voulait claquer la porte. Le cabinet de l'avocat se trouvait au 4e étage, d'un immeuble du centre-ville. La réceptionniste m'a conduit, vers une salle de conférence. Mon père était déjà là. On aurait dit qu'il avait traversé un filtre temporel accéléré, version décomposition et 10 kilos de moins, peut-être plus, la peau grise. Ses mains tremblaient sur la table, et ses yeux étaient déjà humides, avant même qu'on ouvre la bouche. Je me suis assis en face de lui, les bras croisés, la mâchoire serrée, et j'ai fait comprendre par tout mon langage corporel, que cette rencontre allait lui coûter cher. Il a commencé à parler de façon brouillonne, sans script, trébuchant sur ses propres mots. Il a dit qu'il était désolé, tant de fois que le mot a fini par perdre son sens. Mais il a aussi dit des choses précises, mes gardes manquaient à l'entrepôt, son absence quand j'avais réussi mon permis. Il connaissait mes horaires au restaurant. Il savait que je débarrassais des tables, 5 soirs par semaine. Cela m'a plus perturbé, que les excuses et l'idée qu'il avait suivi ma vie, tout en ne faisant absolument rien pour m'aider. Puis, il m'a dit la vérité. 7 mois avant son départ, on lui avait diagnostiqué une maladie en phase terminale. Stade 4. Les médecins l'avaient repéré tard, il avait ignoré la fatigue, la perte de poids, et cette douleur persistante qu'il mettait sur le compte du stress. Au moment des scanners, c'était déjà grave. Les médecins parlaient en mois, pas en années. Il a expliqué qu'il avait pris la décision de partir, car il ne pouvait pas supporter l'idée, que ses enfants le voient se désintégrer. Que disparaître proprement était un acte de miséricorde. Que nous laisser comme une famille intacte, valait mieux que de rester, et de nous forcer à regarder. Cette logique était insensée. On ne protège pas les gens, en s'évaporant. On n'empêche pas la douleur, en créant une autre forme de souffrance, bien pire. Mais, assis en face de lui, en voyant la conviction sur son visage ravagé, je pouvais dire qu'il y croyait sincèrement. Il avait reçu la pire nouvelle de sa vie, et son premier instinct, avait été de nous en protéger. C'était délirant, absolument, mais cela venait de quelque chose de réel. C'était plus, que tout ce que le reste de ma famille m'avait offert. Ensuite, il m'a dit la chose qui a tout éclairci. Avant son départ, il avait découvert que maman et Sully étaient ensemble. Pas après sa disparition. Pas dans une zone grise ambiguë. Mais depuis des mois, peut-être plus. Maman voyait Sully, pendant que papa était assis dans des salles d'attente d'oncologie, à s'entendre dire combien de temps il lui restait. Et quand papa l'avait confrontée, elle avait pivoté. Elle lui avait dit, que sa maladie compliquerait la situation familiale, et qu'il serait plus facile pour les enfants, s'ils s'effaçaient discrètement. Elle a convaincu un homme mourant, un homme à son point le plus bas, que sa propre famille se porterait mieux sans lui. Il l'a cru. Il a fait son sac. Il est parti, et maman a fait emménager Sully, avant même que l'odeur de papa n'ait disparu des thés d'oreiller. L'avocat nous a laissé le temps de reprendre nos esprits, puis est passé aux affaires. Malgré tout, papa avait continué à travailler à distance, pendant ses traitements et du conseil en logistique, et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, son domaine. Les placements intelligents qu'il faisait depuis plus de 20 ans, n'avaient cessé de fructifier. Il avait bâti une structure financière, depuis son lit d'hôpital, et il voulait qu'elle me revienne. Un fonds fiduciaire, géré par le cabinet de l'avocat assez important pour couvrir une allocation mensuelle, les frais de scolarité complets dans une université d'État, et une réserve, qui se débloquerait à 25 ans. Tout était structuré avec soin, pas d'accès global au capital, pas de co-signataire, personne d'autre que moi, et le fiduciaire, n'avait autorité sur le moindre euro. J'ai signé les documents, serré la main de l'avocat, et regardé mon père une dernière fois, avant de sortir. Il pleurait doucement, mais pas pour lui-même. Je l'ai serré dans mes bras, et j'ai senti qu'il en avait besoin. Je suis resté assis dans ma voiture,
dans le parking souterrain, pendant près d'1 heure sans démarrer le moteur. J'ai quitté la maison de Denise en 2 semaines. Avant de partir, j'ai réuni Denise et son mari pour leur dire exactement ce que le raid avait représenté. Pas un merci générique. J'ai été précis. L'appel à minuit, les barres protéinées, le fait qu'elle ne m'ait jamais fait sentir que j'étais un fardeau, alors que je l'étais manifestement. Elle a pleuré. Son mari m'a serré la main et a dit « Tu as la tête sur les épaules, gamin. » Certain. C'est ce que je comptais faire. J'ai trouvé un studio de 35 mètres carrés, avec une kitchenette qui tenait plus du concept que de la pièce, et une fenêtre qui donnait sur le parking d'un marchand de pneus. Mais mon nom était sur le bail. Ma clé était dans la serrure. Ce premier soir, je me suis allongé sur le matelas, au sol, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, pas la paix exactement, juste le silence. Comme si mon cerveau s'arrêtait enfin d'évaluer des menaces. Je me suis inscrit à l'université, mais j'ai gardé mes gardes au restaurant, car rester là à dépenser l'argent du fonds sans rien gagner moi-même me semblait mal. J'ai rendu visite à papa, au centre de soins, 3 fois par semaine. Certains jours, on parlait des cours, de l'appartement, d'une série documentaire sur les erreurs d'ingénierie des ponts qu'il regardait en boucle. D'autres jours, on restait juste assis. On essayait de reconstruire quelque chose. Certains jours, ça marchait. Un après-midi, il a ouvert son portefeuille d'investissement, sur une tablette, des fonds indiciels, quelques actions individuelles, et 2 valeurs technologiques qui avaient explosé. Il m'a expliqué son raisonnement, les points d'entrée, la tolérance au risque, pourquoi il avait vendu certaines positions, et gardé d'autres. C'était une leçon magistrale de stratégie financière, donnée par un homme qui gérait un compte de courtage, depuis un lit d'hôpital. L'argent est un outil, disait-il, pas une identité. Ne confonds pas les deux. Au bout d'une dizaine de jours, dans mon nouvel appartement, la première offensive est arrivée. Quelqu'un a tenté d'ouvrir une carte de crédit en mon nom, en utilisant mon numéro de sécurité sociale. La demande a été signalée, et rejetée, car l'adresse indiquée ne correspondait pas à la mienne, elle correspondait à la maison de maman et Sully. J'ai gelé mon crédit, auprès des 3 agences nationales, en moins d'1 heure, et j'ai déposé une plainte auprès de la Commission fédérale du commerce. 2 semaines plus tard, deuxième tentative, Cody m'a envoyé la photo d'un document. Il a dit que c'était un formulaire d'inscription scolaire, que maman avait besoin que je signe. Ce n'était pas un document scolaire. C'était un modèle de procuration générale, partiellement rempli avec le nom de maman, comme agent désigné. Quelqu'un avait fait du meilleur boulot cette fois, une mise en page plus propre, un en-tête proche de celui du vrai district scolaire. Mais une phrase comme « accorde par la présente pleine autorité », pour gérer les décisions financières, juridiques et médicales ne se trouve pas sur une inscription au lycée. Ils apprenaient de leurs erreurs. Cela m'a fait plus peur que la première tentative. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai envoyées à mon avocat, et je n'ai pas répondu à Cody. Ensuite, vint le SMS de Cody, mais visiblement dicté. Décontracté au début, tu me manques, frérot. Comment est ton nouvel appart? Mais en quelques jours, les questions sont devenues chirurgicales. Où était mon appartement? Comment est-ce que je payais le loyer? Est-ce que j'allais à l'université maintenant? Ces questions ne ressemblaient pas à la curiosité d'un gamin de 14 ans, elles semblaient répétées. Après ça, c'est devenu un cycle, ruse administrative, menaces voilées, fausse inquiétude, et Cody utilisé comme un pigeon voyageur. Puis, mon compte bancaire a été temporairement gelé. Quelqu'un avait essayé d'initier un transfert électronique, en utilisant des identifiants presque corrects, mais pas tout à fait. Le service des fraudes de la banque l'avait repéré, et avait tout bloqué. Procédure standard, sauf que la procédure standard signifiait que j'ai passé une journée entière, sans aucun accès à mon argent. Je ne pouvais pas faire de courses, je ne pouvais pas mettre d'essence, je ne pouvais rien faire, à part rester assis dans une agence bancaire, à remplir des papiers, pendant qu'un spécialiste de la fraude m'aidait à tout récupérer. J'ai passé cette journée fauché, et furieux. Le chagrin est un luxe, quand on doit calculer ses frais d'essence, et son loyer, dans un même souffle. Ensuite, c'est devenu personnel. J'étais chez moi, en train de réviser pour un examen de mi-semestre, quand quelqu'un a frappé à la porte de ce coup autoritaire, en 3 temps, qui vous noue l'estomac, avant même que vous ne vous leviez. 2 officiers de police.
Ils avaient reçu l'appel d'un membre de la famille inquiet, signalant que j'étais potentiellement un danger pour moi-même, et que je vivais dans des conditions instables. Ils ont demandé à entrer, m'ont demandé si j'avais des armes, si j'avais des pensées suicidaires. J'ai coopéré, je les ai laissés entrer, je leur ai montré l'appartement, propre, organisé, avec mes manuels sur le bureau. L'un des officiers a regardé autour de lui, et on pouvait voir qu'il comprenait vite ça ne collait pas avec l'appel. Ils ont pris ma déposition, m'ont donné un numéro de dossier, et sont partis. Mais mon propriétaire avait vu la voiture de patrouille. Il a appelé le soir même, et a dit qu'il ne voulait pas d'ennui. L'implication était claire, une visite de plus, et il trouverait une raison de mettre fin au bail. J'ai passé 1 heure au téléphone, à l'assurer que c'était une fausse dénonciation, en train de passer une audition, en somme, pour garder l'appartement que je payais déjà rubis sur l'ongle. J'ai tout raconté à mon avocat. Il a ajouté cela au dossier. J'ai changé de banque, j'ai installé une nouvelle sécurité, et j'ai créé une adresse email dédiée, à laquelle seul le cabinet d'avocats, et l'administrateur du fonds, avaient accès. La réaction de papa, quand je lui ai raconté cela, a été une seule phrase fatiguée, « Maintenant, tu vois ce qu'elle est vraiment. » Une semaine plus tard, elle lui a donné raison, une fois de plus. Maman s'est présentée au bureau du registraire de mon université, a dit qu'elle était ma mère, et qu'elle devait vérifier mon statut d'inscription, et mes informations sur les aides financières. Le registraire, que Dieu la bénisse, lui a répondu qu'il ne pouvait divulguer aucune information, sans mon consentement écrit. Maman l'a mal pris, elle s'est mise à pleurer, a raconté au personnel que j'étais dans une situation critique, et qu'elle essayait juste d'aider son fils. Quand cela n'a pas marché, les larmes ont séché instantanément, et elle a exigé de voir un superviseur. La sécurité du campus a fini par la raccompagner à la sortie. Je l'ai appris parce que le registraire a signalé l'incident, et m'a envoyé une notification. Le lendemain, Cody m'a envoyé un message qui m'a fait bouillir, « Maman m'a dit que tu te droguais, et que c'est pour ça que tu es parti. Elle dit que tu as besoin d'aide. » Sous l'emprise de la drogue. C'était leur nouveau scénario. Pat a choisi de partir, pas d'instable drogué. Quel que soit le personnage qu'elle avait besoin que je sois, pour justifier ses actes, elle le créait de toutes pièces, et le vendait à un gamin qui n'y connaissait rien. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran, et je l'ai ajouté au dossier. L'appel de Sully est arrivé un jeudi soir. Il voulait me voir. Il disait que c'était au sujet de Cody et des trucs de famille, qui devaient être discutés en personne. J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Il a affirmé que Cody avait du mal, qu'il faisait des siennes à l'école, et qu'il s'isolait de ses amis. C'était le levier idéal, et il savait exactement où appuyer. J'ai accepté de les rencontrer dans un café le lendemain. Je m'attendais à voir Sully seul. Je suis entré, et j'ai vu maman, Sully et Cody, installés dans un box au fond. Une embuscade, évidemment. Sully a parlé le premier. Une performance digne d'un acteur. Il a dit qu'il s'était senti en insécurité, qu'il avait projeté ses propres problèmes sur moi, qu'il avait manipulé maman pour qu'elle me voie comme une menace, et qu'il avait fait un vrai travail sur lui-même. Traduction, il s'était entraîné à mentir avec un visage plus sérieux. Même fonction, meilleure exécution. Ensuite, vint la demande. Sully a dit qu'il voulait m'adopter légalement, pour officialiser la famille, et corriger l'erreur de m'avoir poussé dehors. Puis, il a lâché une phrase, qui a balayé toutes les apparences dans la pièce, c'est vraiment pour protéger les actifs de la famille, et s'assurer que tout le monde est pris en charge, sous un même toit. Les actifs de la famille. Mon fonds fiduciaire, créé par mon père mourant, géré par mon avocat, financé par le travail de mon père et Sully appelait ça les actifs de la famille. Comme s'il s'agissait d'un compte joint, sur lequel il avait un droit de regard. Il ne me voyait pas comme une personne, j'étais un mot de passe doué de parole. Il ne voulait pas être mon père, il voulait être mon code d'accès. Rien n'avait changé, depuis qu'il m'avait jeté. Il a tendu la main, à travers la table. J'ai retiré la mienne, avant qu'il ne s'approche. Maman hochait la tête, comme si elle assistait à une demande en mariage. Cody me regardait avec ses yeux de petit frère, un mélange d'espoir désespéré, et d'absence totale de contexte. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai besoin d'y réfléchir, j'ai dit calme, neutre, sans rien laisser paraître. Puis, je suis parti. Mais pas avant d'avoir fait un geste délibéré.
En sortant, je me suis arrêté et j'ai dit négligemment, comme si c'était un détail sans importance, « Oh, le cabinet de mon avocat a mis en place un nouveau portail email, pour toute correspondance liée au fonds fiduciaire. Si quelqu'un dans la famille a besoin de m'envoyer de la paperasse, ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser ce canal. » J'ai donné à maman une adresse email bidon et une adresse que mon avocat et moi avions créée exactement pour cela, une boîte morte, dont l'unique but était de voir si quelqu'un de cette maison tenterait de l'utiliser pour accéder au fonds. Je l'ai dit comme si ça n'avait aucune importance, comme si je ne lançais pas un hameçon. Honnêtement, j'espérais qu'il mordrait. Il a fallu 11 jours à Sully. Le cabinet de mon avocat a enregistré un email provenant d'un compte Gmail, créé avec une légère faute d'orthographe dans mon nom assez proche pour être confus, assez différent pour être niable. Le message, écrit dans un langage juridique rigide, qui sentait la recherche Google du type comment parler à un administrateur de fonds, prétendait provenir d'un représentant de la famille. Il demandait un rendez-vous, au sujet de la coordination des bénéficiaires et de l'alignement de la tutelle. Il mentionnait l'âge de Cody, et ma récente transition vers une vie indépendante, comme prétexte pour demander une révision familiale du fonds. L'assistant juridique de mon avocat a tracé l'email de récupération de ce compte Gmail, il menait droit à une adresse associée au profil LinkedIn de Sully. Pas un compte jetable, pas un compte anonyme, la véritable empreinte numérique de Sully, à 2 clics de distance, juste là. Quelques jours plus tard, Cody s'est pointé à mon appartement, sans prévenir. Je ne sais toujours pas comment il a eu l'adresse. Quand j'ai ouvert, il était là, son sac au dos, avec l'air d'avoir répété un discours pendant tout le trajet en bus. Il m'a dit que je lui manquais. Il a dit que maman était triste tout le temps. Il a dit que Sully faisait vraiment des efforts. Puis, il a lâché quelque chose qui m'a glacé le sang. Sully dit que si tu reviens et que tu acceptes l'adoption, il peut t'aider à gérer ton argent, pour que tu n'aies pas à t'en soucier. Un gamin de 15 ans, répétant mot pour mot l'argumentaire financier d'un homme adulte, sans comprendre qu'il servait d'instrument. C'est là, que la dernière petite part de moi, qui leur accordait encore le bénéfice du doute, est morte. Ils utilisaient mon frère comme coursier, lui donnaient des scripts, envoyaient un enfant faire le sale boulot d'une escroquerie. Aucun des deux n'avait le courage de m'affronter en face. Je ne m'en suis pas pris à Cody. Je lui ai fait un sandwich, je l'ai laissé jouer à un jeu sur mon ordi pendant 1 heure, et je l'ai ramené chez lui, sans dire un seul mot sur Sully ou le fond. Quand je l'ai déposé, maman se tenait sur le porche, essayant d'avoir l'air décontracté, comme si elle n'avait pas orchestré toute cette visite. Je ne suis pas sorti de la voiture, je n'ai pas fait de signe, j'ai juste attendu que Cody soit à l'intérieur, puis j'ai démarré. J'ai arrêté de discuter, et j'ai commencé à documenter. Discuter est réservé aux gens, qui pensent encore que la honte a un effet. 4 mois ont passé. Je suis resté silencieux. Pas eux. J'ai tout consigné, chaque SMS, chaque message vocal, chaque message du genre je prends juste des nouvelles, qui n'était en réalité qu'une tentative de repérage. Pendant ce temps, j'ai maintenu ma moyenne de 3,6 à la fac. Je continuais de voir papa dont l'état s'était stabilisé et je l'ai laissé croire, que mon silence signifiait que je finissais par céder. Le dossier de mon avocat était prêt. La tentative de fraude au crédit avec le rapport de la FTC. La fausse procuration déguisée en documents scolaires, avec des métadonnées pointant vers leur adresse. La tentative de transfert bancaire bloquée par le service des fraudes. La fausse dénonciation à la police. L'email bidon tracé directement au profil numérique de Sully. L'incident au bureau du registraire. 6 incidents documentés de fraude, d'usurpation d'identité, et de tentative de manipulation financière, tous visant ma personne et mon fonds fiduciaire. Chacun d'eux constituait une infraction pénale à lui seul. Mis ensemble, c'était un schéma si clair, qu'il se plaidait pratiquement tout seul. Mon avocat avait également contacté l'employeur de Sully non pas pour porter des accusations, mais pour déposer une demande formelle d'examen de conformité. Dans son secteur, on ne plaisante pas avec la conformité. Les gens à son niveau sont tenus à des normes d'intégrité strictes. Un schéma documenté de fraude, même sans poursuites engagées, suffisait à déclencher un examen interne. Mon avocat n'a pas déposé de plainte au pénal, il a envoyé un dossier de conformité. Et ces enquêtes-là n'exigent pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable, elles exigent juste assez de préoccupations documentées. Nous en avions plus qu'assez. J'ai également déposé une plainte officielle à la police. Numéro de dossier assigné,
inspecteur contacté, déposition faite. L'inspecteur m'a dit que ses affaires avançaient lentement, et menaient rarement à des poursuites, à moins que les sommes en jeu ne soient colossales. Ça me convenait. Je n'avais pas besoin d'une condamnation, j'avais besoin d'un numéro de dossier. Les numéros de dossier sont rattachés au nom. Ils vous suivent lors des vérifications d'antécédents. Ils n'expirent pas. Quand le dossier a été bouclé, et que chaque pièce était exactement là où mon avocat et moi le voulions, j'ai organisé la rencontre. Chez eux, sur leur terrain. Je les voulais détendus, confiants, persuadés que j'allais céder. Je me suis pointé avec mon avocat, tous deux en tenue correcte, lui portant une mallette, qui pouvait mettre fin à leur petit jeu en une seule séance. J'ai frappé à la porte de la maison, que j'appelais autrefois mon foyer. Maman a ouvert. J'ai vu son visage passer de la surprise à la confusion, puis à la peur, quand elle a vu mon avocat. Et puis, elle a affiché ce sourire forcé, plein d'espoir. Elle nous a laissé entrer. Sully était déjà debout dans le salon en position de force, les pieds ancrés, dégageant une impression d'autorité. Cody était sur le canapé, avec l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Sully a commencé immédiatement. « Et, content que tu sois venu. Je savais que tu finirais par comprendre. » Il a montré les chaises. « Asseyez-vous. Parlons de la suite. » « Il n'y a pas de suite, j'ai dit. Il y a des conséquences. » Le sourire de Sully ne s'est pas effacé, il s'est figé, comme un écran de veille qui buguait. Mon avocat a ouvert sa mallette, et a tout exposé méthodiquement. De la même façon, qu'on présente des conclusions dans un conseil d'administration. Ce que Sully, j'imagine, a dû apprécier, vu son parcours professionnel. 6 incidents documentés. La demande de carte de crédit avec mon numéro de sécurité sociale, tracé chez eux. La fausse procuration créée sur leur réseau domestique. La tentative de transfert bancaire. La fausse visite de contrôle, qui a amené la police chez moi. L'email bidon tracé au profil LinkedIn personnel de Sully. Et la visite au registraire de l'université, d'où maman a été expulsée par la sécurité, après avoir tenté d'accéder à mon dossier. Chacun de ces faits était, soit une infraction pénale, soit un harcèlement documenté. Ensemble, c'était un dossier à faire saliver n'importe quel procureur. Mon avocat a aussi mentionné, presque comme un détail, qu'une demande formelle d'examen de conformité avait été déposée auprès de l'employeur de Sully, 3 semaines plus tôt. Pour la première fois, le visage de Sully a changé, pas de la panique, mais de la reconnaissance. Il savait ce qu'une enquête de conformité signifiait dans son milieu, audits internes, autorité suspendue, congé administratif pendant l'examen des faits. Son nom figurait désormais dans un dossier, au département juridique de sa boîte. Et dans un secteur où la confiance réglementaire est le seul produit qu'on vend, ce dossier ne se referme jamais. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Sully. C'était la première fois que j'entendais sa voix sans son vernis habituel et elle était brute, dépouillée. C'est déjà fait, a répondu mon avocat. Déposé et enregistré. Comme sur commande et je vous jure que ce n'était pas mis en scène, le timing a simplement été parfait, le téléphone de Sully a vibré sur la table basse. Il y a jeté un coup d'œil réflexif. J'ai vu ses yeux parcourir l'écran. J'ai vu la couleur quitter son visage, en temps réel. Il n'a pas dit ce que c'était. Il n'en avait pas besoin. Le département de la conformité travaille selon son propre calendrier, et manifestement, ce calendrier venait de rendre son verdict. Maman s'est mise à pleurer. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne savait pas. Qu'elle ne savait rien de la demande de crédit, qu'elle ne savait rien des emails, qu'elle ne savait pas que Sully essayait d'accéder au fonds fiduciaire. Tu ne savais pas non plus que papa était mourant, j'ai dit. Tu ne savais pas que Sully te manipulait, pour que tu mettes ton propre fils à la porte. Tu ne savais pas que quelqu'un forgeait des documents légaux, en les envoyant par le téléphone de ton enfant. Ça fait beaucoup de choses que tu ignores, pour quelqu'un qui semble toujours savoir exactement ce qu'elle veut. Elle n'a pas eu de réponse. Et pour la première fois, elle n'a pas essayé de pleurer à nouveau. Elle est restée immobile, comme si le script était terminé, et qu'elle n'avait pas la page suivante. J'ai dit ce que j'étais venu dire. Voici ce qui va se passer. Vous ne m'adoptez pas. Vous n'accédez pas au fonds fiduciaire. Vous n'en toucherez pas un centime. Ni maintenant, ni jamais. L'enquête de conformité est active.
La plainte à la police est ouverte, avec un numéro de dossier. Le rapport de fraude à la FTC est documenté. Une mise en demeure arrivera par courrier recommandé dans la semaine. Si quiconque toi, maman, Cody, ou n'importe qui agissant en votre nom contacte le bureau de mon avocat, tente d'accéder à mes comptes, ou m'approche au sujet du fonds fiduciaire de quelque manière que ce soit. Nous déposons des plaintes au pénal, usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux. Le dossier est complet. La seule raison pour laquelle les plaintes n'ont pas encore été déposées, c'est parce que je choisis de ne pas le faire aujourd'hui. Ce choix a une date d'expiration, et je ne vous dirai pas laquelle. Je me suis tourné vers Cody. Il était recroquevillé dans un coin du canapé, les genoux remontés, essayant de se faire tout petit. 16 ans, et coincé au milieu d'un truc qu'il n'avait jamais demandé. Et, j'ai dit, plus doucement. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? Il m'a regardé, et pour la première fois, il n'avait pas l'air d'un enfant qui répète le script de quelqu'un d'autre. Il ressemblait à un gamin, qui entendait enfin quelque chose qui lui était vraiment adressé. Ils m'ont dit que tu étais parti, parce que tu ne voulais plus être avec nous, a-t-il dit, sa petite voix se brisant. Je ne suis pas parti, j'ai répondu. On m'a ordonné de partir. Il y a une différence. Et quand tu seras assez vieux, pour tout voir clairement, appelle-moi. Je répondrai. Sully a voulu poser sa main sur l'épaule de Cody, un geste instinctif, possessif, et Cody a eu un mouvement de recul. C'était un petit geste, mais je l'ai vu. Et Sully a vu, que je l'avais vu. Mon avocat et moi sommes partis. La mise en demeure est arrivée 4 jours plus tard, signée par Sully lui-même. 2 semaines après la confrontation, il a été mis à pied. L'enquête de conformité, une fois ouverte, a trouvé d'autres choses, des frais kilométriques gonflés, des événements clients facturés 2 fois, des petites choses, que personne n'aurait remarquées, sans avoir un microscope braqué sur lui. Mais c'est ça le problème, avec les enquêtes de conformité, elles ne s'arrêtent pas à leur point de départ. Elles s'étendent. À la fin du mois, Sully était dehors. Séparation d'un commun accord. Un jargon d'entreprise, pour dire qu'ils l'ont laissé démissionner, avant de rendre l'affaire publique. Pas d'indemnité de départ, pas de lettre de recommandation. Dans un secteur où votre nom est votre CV, il était désormais le gars dont on s'est débarrassé discrètement, sous un nuage réglementaire. Bonne chance pour expliquer ce trou dans son prochain entretien. Une dernière chose, après la mise en demeure, Sully a appelé directement le bureau de l'administrateur du fonds. Une dernière tentative. La réceptionniste a reconnu sa voix et a dit ces 5 mots, cet appel est en train d'être enregistré. Il a raccroché. Ce fut le dernier contact que quelqu'un de cette maison ait eu avec mon équipe juridique. Certaines portes ne se ferment pas avec fracas, elles se ferment avec un petit clic. Je suis repassé devant la maison une seule fois, pour déposer une carte d'anniversaire pour Cody. L'Audi n'était plus là, remplacée par une berline de 10 ans, garée de travers dans l'allée. On aurait dit qu'elle avait été achetée en urgence au vendeur le plus proche. La maison que papa avait payée, et que Sully revendiquait comme sienne, avait un aspect bien différent, sans le style de vie de l'argent Audi pour la soutenir. Maman a appelé une fois, après la mise en demeure. J'ai laissé sonner. Un message de 40 secondes, surtout composé de silence, ponctué par un « je suis désolé ». Je l'ai gardé. Pas parce que ça m'a ému. La documentation est devenue une habitude, maintenant. Je vous écris ceci depuis mon appartement. Il est tard. Les radiateurs font du bruit. Je termine mon semestre à l'université de proximité, et je serai transféré à l'université d'État à l'automne. Gestion des affaires, avec une spécialisation en finance. Il s'avère que regarder son père mourant battre le marché, depuis un lit d'hôpital, vous en apprend plus que n'importe quel cours magistral. Ma moyenne est de 3,6. Pas mal pour un gars, qui raclait de la graisse de gyro sur les sols d'un restaurant, il y a 2 ans. Papa est toujours là. Toujours têtu. Quant à maman et Sully, je ne pense pas à eux. Les papiers sont classés. Les tiroirs sont verrouillés. Quoi qu'il leur arrive, ce n'est plus mon problème. Ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens. La différence, c'est que les miens sont accompagnés de reçus. Et Cody, l'offre tient toujours, quand il sera prêt, je répondrai présent. Mais j'ai fini de courir après les gens unis pour l'amour,
ni pour la famille, ni pour rien d'autre. Cette version de moi est morte. Ils m'ont jeté dehors quand je n'avais rien. Ils sont revenus en rampant quand j'avais quelque chose. C'est drôle, la façon dont ça marche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous raconter des histoires encore meilleures. Merci.